Alors, on va passer à la lecture avec le livre ici. Voilà. Coucou David. Salut les meufs et les keufs. Dans le RER. Alors, je vais vous lire l'introduction quand même. Alors, ce sera après, à partir de la semaine prochaine, ce sera le samedi, les live lectures. Mais je mettrai dans le Discord, hein, dans le prochain programme. J'ai expliqué en début de live comment ça allait se passer au niveau des streams à partir de la semaine prochaine. Mon Dieu, c'est morose. Alors, l'introduction dit: Bienvenue dans le fascinant univers des histoires vraies de fantômes, un recueil qui vous invite à explorer les mystères les plus envoûtants et les apparitions les plus troublantes qui hantent notre monde. À travers ces pages, vous découvrirez des récits authentiques de lieux oubliés, de demeures abandonnées, de châteaux ancestraux, où les échos du passé se mêlent aux ombres du présent. Chaque histoire a été soigneusement sélectionnée pour son authenticité et son pouvoir d'évocation, vous plongeant au cœur de rencontres surnaturelles qui défient notre compréhension. De l'Irlande mystique à la France romantique, des confins de l'Amérique aux recoins secrets de l'Angleterre, préparez-vous à un voyage sans retour vers un monde où les fantômes ne sont pas seulement des légendes, mais une fascinante partie de notre histoire collective. Bienvenue et que votre exploration commence. Donc voilà. Est-ce que vous voulez que je vous mette la musique ou est-ce que je le fais comme ça? Ça vous convient comme ça? On fait comme ça. Ok. Alors, la première, c'est la maison de Sarah Winchester. Au cœur de San José, Californie, se dresse un monument à la fois fascinant et énigmatique, la maison de Winchester. Bâtie pour Sarah Winchester, héritière de l'Empire des armes, cette demeure est entourée de mystères, de légendes et surtout de murmures d'outre-tombe. Son histoire remplie d'innombrables couloirs qui ne mènent nulle part, de portes s'ouvrant sur des murs pleins et des escaliers aboutissant au plafond, est celle d'une femme tourmentée par les esprits des victimes des célèbres fusils qui ont fait la fortune de sa famille. Sarah Winchester était veuve, son mari William Winchester et leur fille Annie l'avaient laissée dans un monde de solitude et de chagrin. Un médium lui avait confié que sa famille était maudite par les esprits de tous ceux qui avaient péri par les armes Winchester. Pour apaiser ses âmes et sauver la sienne, elle devait déménager et construire une maison pour elle-même et les esprits. Un petit truc pour monter le livre. Voilà. Mais ce n'était pas une demeure ordinaire qu'elle devait ériger. La construction ne devait jamais s'arrêter sous peine de voir sa propre vie prendre fin. La maison Winchester est donc un labyrinthe conçu non pas pour être habité par les vivants, mais pour y loger les morts. Sarah a dépensé sa fortune pour continuer les travaux jour et nuit pendant 38 ans, jusqu'à sa mort en 1922. C'est pas elle qui était médium.
Oui, tu vu le film Rose Red. Les historiens et les architectes sont perplexes devant ce chef-d'œuvre d'excentricité. Avec ses 160 pièces, ses fenêtres donnant sur des murs et sur des portes ouvrant sur le vide, la maison semble être le fruit d'un esprit à la fois génial et tourmenté. La maison Winchester demeure aujourd'hui un lieu de fascination pour ceux qui cherchent à toucher du doigt les mystères de l'au-delà, un puzzle architectural qui défie la logique et un rappel poignant que les fantômes que nous craignons le plus souvent, ceux que nous portons en nous, sont ceux que nous portons en nous. Sarah Winchester a laissé derrière elle un héritage, une maison qui est bien plus qu'une résidence. C'est une énigme enveloppée par des murmures de mort, un lieu où le passé et le présent se rencontrent dans un chuchotement éternel. Elle n'est pas très grande, la première, la deuxième l'est un peu plus. Il y en a 21, hein. De toute façon, il y a d'autres livres, donc ne vous inquiétez pas. Grâce à Nancy, nous avons de la lecture pour plusieurs mois. Le phare hanté, délai en noir, délai en mort. Labyrinthe mystérieux, oui, c'est ça. Que pouvaient bien pousser trois gardiens de phare expérimentés à abandonner leur poste sur une île isolée le 26 décembre 1900, un bateau naviguait vers les îles Flannans, situées dans les lointains hybrides extérieurs. Sa destination était le phare d'Élan, une île reculée qui, à part ses gardiens de phare, était complètement inhabitée. Bien qu'inhabitée, l'île a toujours suscité l'intérêt des gens. Elle porte le surnom de Saint-Flannant, un évêque irlandais du VIe siècle qui devint plus tard saint. Il a construit une chapelle sur l'île et pendant des siècles, les bergers y amenaient leurs moutons pour brouter, mais ne restaient jamais la nuit, craignant les esprits censés hanter cet endroit isolé. Ça fait bizarre comme ça, vous ne voyez pas. Attendez, comme ça. Voilà. Le capitaine James Harvey était à la tête du navire qui transportait également Joseph Moore, un gardien remplaçant du phare qui venait prendre sa rotation. Alors que le navire atteignait la plateforme du débarquement, le capitaine Harley fut surpris de ne voir personne l'attendre. Il actionna sa corne et lança une fumée de détresse pour attirer l'attention. Aucune réponse. Joseph Moore prit une barque pour rejoindre la terre ferme et grimpa le long des escaliers raides menant au phare. Selon les rapports de Moore lui-même, il ressentit un pressentiment troublant lors de sa longue marche jusqu'au sommet de la falaise. Coucou Simien, t'as déjà fini? Merci pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Qu'est-ce que tu faisais que tu as déjà fini? Parce que j'étais chez toi, mais du coup, je vais fermer parce que... attends, parce que j'ai ma souris qui bug. Voilà. Bienvenue à toi, Laurent. Laurent, il est super. Bienvenue à toi. Mais oui, il était en live, bien sûr. Et j'étais en l'heure chez lui. Il a commencé en même temps que moi, Ryan. Donc, à mon avis, tu étais parti manger. Quelqu'un peut mettre la chaîne de Simia, s'il vous plaît? Oui, lancement du game mercredi. Du coup, c'est fini. Ah, ok. D'accord.
Donc, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on a fait l'analyse de l'enquête du mois de juillet, la deuxième partie, parce que la première partie avait été faite la semaine d'avant. Ici, vous êtes sur une chaîne où on parle pas mal tout ce qui est paranormal, ésotérisme, etc. C'est un plaisir de tous vous accueillir. Aujourd'hui, on fait de la lecture sur des histoires creepy et le livre est celui-ci. Voilà. Et puis voilà, voilà, hein. Et du coup, go Discord maintenant pour moi et ceux qui voudront. Eh bien, bon gaming à vous tous. Et merci encore pour le raid. C'était un plaisir. Coucou Mephisto, comment vas-tu? C'est avec un plaisir que je vous accueille parmi nous. On était en pleine histoire sur un phare hanté. De quoi se mettre directement dans le bain. Voilà. Merci, merci beaucoup Stella. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Simia, ici je sais bien que tout le monde le connaît, mais si vous ne connaissez pas Simia, eh bien allez le voir. Sa chaîne, c'est une chaîne où il fait du gaming, où il fait du street art, où il fait du hip-hop, où il fait du paranormal, de l'urbex aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait aussi les analyses. C'est d'ailleurs lui qui a mis en place le système d'analyse d'enquête et je trouvais ça intéressant de le faire avec la communauté, ce qu'il faisait. Mais c'est pas grave, Choupi, merci beaucoup aussi à toi. Et je lui avais demandé l'autorisation si je pouvais faire des analyses moi aussi. Après, nos approches sont différentes, nos façons de faire peuvent être différentes aussi. Donc, du coup, c'est pas du copier-coller, on fait les choses totalement différemment, tout en restant dans le même move et dans l'esprit d'authenticité que l'on veut absolument garder par rapport à toutes les vidéos que vous pouvez voir sur Internet. Donc voilà. Donc si vous ne connaissez pas Simia, hop, vous cliquez sur sa chaîne, vous allez mettre le petit follow et vous allez suivre. Et ces analyses, c'est le dimanche soir. Donc voilà. Et sinon, je sais que le lundi, c'est du gaming, le mardi, c'est du hip-hop, et le jeudi et le vendredi, quand il fait des streams, c'est aussi comment, du street art. Hier, c'était du street art, c'était mardi pourtant. Ah non, hier on était, oui, hier on était mardi, je dis bien. Et aujourd'hui, ben, c'était un petit moment de live gaming avant d'aller jouer. Après, il joue avec sa communauté sur Discord, un peu comme moi, je fais avec le mardi, si vous voulez venir sur mon Discord. Sauf que bah, je joue toute seule, mais bon, c'est pareil, ou j'analyse des vidéos ou quoi. Elle connaît tout, Lily. Oui, hier, c'était exceptionnel pour le rush du magasin. Non, j'essaye de vendre ta chaîne. Je m'en sors pas trop mal quand même. Donc voilà. Allez, on y retourne. Vous êtes prêts? Allez, go. Bien vendu, Lily commercial. C'est ça. C'est exactement ça. Ben, tu sais, j'ai l'habitude, hein, dans l'analyse, même en pleine enquête para, j'arrive à faire du placement. Donc, toujours moyen. Donc, j'en étais à Joseph Moore, prit alors une barque pour rejoindre la terre ferme et grimpa le long de l'escalier raide menant au phare,
Selon les rapports de Moore lui-même, il ressentit un pressentiment troublant lors de sa longue marche jusqu'au sommet de la falaise. Une fois au phare, Moore remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. La porte du phare était déverrouillée et dans le hall d'entrée, deux des trois manteaux Willet 14. Hein? Non, attendez, c'est moi qui n'ai pas bien lu. Willet manquait. Moore se rendit ensuite dans la cuisine où il trouva de la nourriture à moitié mangée, une chaise renversée, comme si quelqu'un s'était levé précipitamment de sa chaise. Autre fait troublant, l'horloge de la cuisine s'était arrêtée sans raison apparente. Moore continua de chercher dans le reste du phare, mais ne trouva aucun indice des gardiens disparus. Il retourna en courant au navire pour en informer le capitaine Harley, qui ordonna ensuite une recherche pour retrouver les hommes disparus. Personne ne fut retrouvé. Attendez, parce que j'ai un truc qui s'est ouvert tout seul. Euh, T'as un problème avec ton casque? Bah, tu peux le retirer peut-être, David, non? Harley envoya rapidement un télégramme au continent qui fut à son tour transmis au quartier général de Northam Lighthouse Board à Édimbourg. Le télégramme disait: un accident terrible s'est produit au Flânant. Les trois gardiens, Ducat, Marshall et l'occasionnel, ont disparu de l'île. À notre arrivée cet après-midi, aucun signe de vie n'était visible sur l'île. Pauvres gens, ils ont dû être emportés par une gigantesque vague ou noyés en essayant de sécuriser une grue ou quelque chose comme ça. La nuit tombante, nous ne pouvions pas attendre pour déterminer leur sort. J'ai laissé Moore, MacDonald, le maître des bouées, et deux marins sur l'île pour maintenir la lumière allumée jusqu'à ce que vous preniez d'autres dispositions. Je ne retournerai pas à Auban avant d'avoir de vos nouvelles. J'ai répété ce câble au cas où vous ne seriez pas chez vous. Je resterai au bureau télégraphique ce soir jusqu'à sa fermeture si vous souhaitez me télégraphier. Quelques jours plus tard, Robert, le surintendant du conseiller qui avait recruté les trois hommes et les connaissait personnellement, se rendit donc sur l'île pour enquêter sur leur disparition. Son enquête sur le phare n'a rien révélé de plus que ce que Moore avait déjà rapporté, sauf pour le journal de bord du phare. Il remarqua immédiatement que les dernières entrées étaient inhabituelles. Le 12 décembre, Thomas Marshall, le second assistant, écrivait à propos de vents violents, comme je n'en ai jamais vu depuis 20 ans. Il avait également remarqué que James Ducat, le gardien principal, était très calme et que le troisième assistant, William MacArthur, avait pleuré. Ce qui est étrange à propos de cette dernière remarque, c'est que William MacArthur était un mari aguerri, connu sur le continent écossais comme un bagarreur coriace. Pourquoi pleurait-il à cause d'une tempête? Les entrées du journal du 13 décembre indiquaient que la tempête faisait toujours rage et que les trois hommes priaient. Mais pourquoi trois gardiens de phare expérimentés, situés en toute sécurité dans un phare flambant neuf à 150 pieds au-dessus du niveau de la mer, priaient-ils pour que la tempête s'arrête? Ils auraient dû être parfaitement en sécurité. Encore plus curieux, il n'y avait eu aucune tempête signalée dans la région les 12, 13 et 14 décembre. En fait, le temps était calme et les tempêtes qui devaient frapper l'île
ne sont arrivées qu'à partir du 17 décembre. La dernière entrée du journal a été faite le 15 décembre. Elle disait simplement, la tempête a cessé, la mer est calme, Dieu est au-dessus de tout. Que signifiait Dieu est au-dessus de tout? Coucou Guigui, comment vas-tu? Après avoir lu les journaux, l'attention de Muride s'est tournée vers les manteaux huilés restants qui avaient été laissés dans le hall d'entrée. Pourquoi, en plein hiver glacial, l'un des gardiens de phare serait-il sorti sans manteau? C'est vrai que ça, c'est interpellant. Pourquoi est-ce qu'il y a deux manteaux qui sont partis et l'autre est toujours là? De plus, pourquoi les trois membres du personnel du phare avaient-ils quitté leur poste en même temps, alors que les règles et les réglementations l'interdisaient strictement? D'autres indices furent trouvés près de la plateforme du débarquement. Il remarqua des cordes éparpillées sur les rochers, des cordes qui étaient généralement conservées dans des caisses marronnes à 70 pieds au-dessus de la plateforme sur une grille de ravitaillement. Peut-être que la caisse était renversée et que les gardiens de phare tentaient de la récupérer lorsqu'une vague inattendue est venue les emporter en mer. C'était la première et la plus probable des théories. Mais cette explication laissait certaines personnes sceptiques. Pour commencer, pourquoi aucun des corps n'avait-il été retrouvé échoué? Pourquoi l'un des hommes avait-il quitté le phare sans prendre son manteau? Surtout puisque c'était en décembre. Pourquoi trois gardiens de phare expérimentés pris, avaient-ils été pris au dépourvu par une vague? Bien que toutes ces questions soient pertinentes, la question la plus persistante concernait les conditions météorologiques. La mer avait dû être calme, donc c'était bizarre. Il en était sûr, car le phare pouvait être vu depuis l'île voisine de Lewis, et tout mauvais temps l'aurait masqué de la vue. Donc c'était bizarre. Au cours des décennies suivantes, les gardiens de phare suivants ont rapporté avoir entendu des voix étranges dans le vent, appelant des noms des trois hommes morts. Les théories sur leurs apparitions sont variées, allant d'envahisseurs étrangers capturant les hommes jusqu'à des enlèvements par des extraterrestres. Quelle qu'en soit la raison de leur disparition, quelque chose ou quelqu'un a arraché ces trois hommes du rocher des Lands morts ce jour d'hiver il y a plus de 100 ans. C'est vrai que cette histoire, elle est extrêmement poignante parce qu'on est en droit de se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que, oui, il y en a qui ont mis leur manteau, pourquoi il y en a un qui n'en a pas mis? Pourquoi ils seraient partis risquer leur vie pour une caisse? Comment se fait-il qu'on n'a retrouvé aucun corps? Parce que bien souvent, quand c'est comme ça sur les côtes, ben, la mer ramène les corps. Donc c'est plein de questions qui restent en suspens sans aucune réponse. L'histoire suivante est le spectre de l'opéra Garnier, entre mythe et réalité. Ah, ça va vous parler, hein, les mythes et réalités, les mythes et légendes. À la fin du XIXe siècle, Paris, la ville lumière, était le théâtre des mystères et de légendes, certaines plus sombres que d'autres. Parmi elles, celle du fantôme de l'opéra Garnier, une histoire de passion, de deuil et de vengeance qui s'est inscrite dans les annales de la capitale française. Nous sommes en 1873 dans le 9e arrondissement de Paris. Ernest, un jeune pianiste prometteur, est absorbé
par la composition d'une œuvre musicale au Conservatoire de musique, non loin de l'Opéra Garnier, encore en construction à cette époque. Son talent est reconnu et son avenir semble tout tracé. Mais le destin en décide autrement. Un incendie ravage soudainement le conservatoire, laissant derrière lui désolation et mort. Coucou Chad, comment vas-tu? Parmi les victimes se trouvait la fiancée d'Ernest, une jeune ballerine, pleine de grâce et de promesses. Leur amour destiné à être couronné par le mariage s'éteint brutalement ce 28 octobre 1873. Dans la confusion et le chaos, le corps d'Ernest ne sera jamais retrouvé et son décès est enregistré par les autorités. Ça va bien, merci. Les années passent et l'Opéra Garnier, avec sa majesté architecturale, devient le joyau culturel de Paris, accueillant spectacles et galas. Mais à mesure que le temps s'écoule, d'étranges histoires commencent à circuler parmi le personnel et les artistes de l'opéra. Des apparitions dans les sous-sols, des bruits inexplicables et l'ombre d'un homme au visage défiguré entend les couloirs du bâtiment. La direction et la police restent sceptiques face à ces récits, les considérant comme des superstitions ou des canulars. Pourtant, le 20 mai 1896, la réalité dépasse la fiction lorsqu'un accident terrifiant se produisit. Le grand lustre de l'opéra se décroche, tuant une spectatrice à la place numéro 13. Cet événement tragique est rapidement suivi par d'autres incidents. Une danseuse chute mortellement dans le grand escalier et un maître chanteur exige une somme exorbitante sous peine de nouvelles catastrophes. Malgré le scepticisme initial, la mort d'un machiniste initialement considéré comme un suicide, cela jette un voile de suspicion et de terreur sur l'opéra. Les autorités sont désemparées, incapables de démêler le vrai du faux ou de mettre un terme à la série de malheurs. La tension atteint son paroxysme lorsqu'une jeune chanteuse soprano affirme être appelée la nuit par une voix mélodieuse et avoir vu à plusieurs reprises un homme au visage masqué dans sa loge. La panique s'installe et des mesures superstitieuses sont prises dans l'espoir d'apaiser le fantôme supposé. Le tout Paris est captivé par l'affaire du fantôme de l'opéra, alimentant rumeurs et théories. En 1910, l'écrivain Gaston Leroux immortalise cette histoire dans son roman Le fantôme de l'opéra, donnant naissance à une légende qui traverse les siècles. Derrière cet événement tragique et mystérieux, une théorie persiste. Le fantôme ne serait autre qu'Ernest, le pianiste prometteur dont la vie a été brisée par l'incendie. Défiguré et inconsolable, il aurait trouvé refuge dans les souterrains de l'opéra, hanté par le souvenir de sa fiancée disparue. Dans son désespoir, il serait devenu l'âme tourmentée de l'opéra Garnier, oscillant entre désir de vengeance et quête éternelle de paix. L'histoire du fantôme de l'opéra Garnier demeure enveloppée de mystères, une énigme non résolue qui continue de fasciner et d'effrayer. Entre réalité et légende, la vérité sur le fantôme et ses agissements reste cachée dans l'ombre des coulisses de l'opéra, un souvenir indélébile de l'amour tragique d'Ernest et de sa fiancée, perdu dans les flammes de l'histoire. Qui ne connaît pas l'histoire du fantôme de l'opéra?
Dans les années 80, il y a d'ailleurs un film qui est sorti. C'est sorti aussi en pièce de théâtre et c'est sorti en effet en livre. C'est d'abord sorti en livre, puis c'est sorti en pièce et puis c'est sorti en film. Maintenant, après avoir été à Paris, nous allons à Londres. Et le titre de cette histoire, ce sont Les ombres de la Tour de Londres. La tour de Londres, avec ses murs imposants et ses tours menaçantes, se dresse sur les rives de la Tamise, témoin silencieux de près d'un millénaire d'histoire anglaise. Cet édifice emblématique, à la fois ancien, palais royal, forteresse et prison, est enveloppé dans un voile de mystère et de légende. Les récits des fantômes et des événements surnaturels qui peuplent ces couloirs ont fasciné et terrifié les générations. Parmi les spectres qui hantent la tour, Anne Boleyn est l'une des apparitions les plus fréquemment rapportées. Décapitée en 1536 pour trahison, son esprit sans tête est souvent vu près de la tour où elle a rencontré son funeste destin. Sir Walter Raleigh, prisonnier de la tour à 3 reprises, est une autre figure historique dont l'âme inquiète errerait encore entre ces murs ancestraux. La dame blanche, vêtue de ses habits spectraux, entrait la chapelle Saint-Pierre ad Vincula, où de nombreux prisonniers de la tour ont été enterrés. Les visiteurs et les gardiens rapportent régulièrement des phénomènes inexplicables tels que des murmures, des pas dans les couloirs déserts ou parfois des cris perçants qui résonnent dans la nuit. Les princes dans la tour, leur histoire est tragique. Édouard V et son frère Richard, envoyés à la tour par leur oncle Richard III, restent l'un des mystères les plus poignants de l'histoire britannique. Leur disparition soudaine a donné lieu à de nombreuses spéculations, certaines suggérant un assassinat cruel, tandis que d'autres théories proposent qu'ils auraient été sauvés clandestinement. Leur sort reste un sujet de fascination et de débat parmi les historiens et les passionnés du paranormal. La porte des maîtres, passage sinistre pour de nombreux prisonniers célèbres, est imprégnée d'échos de leur désespoir. Les visiteurs qui traversent cette porte historique rapportent souvent une chute soudaine de température et une sensation de malaise, comme si les âmes tourmentées des prisonniers y laissaient encore leurs empreintes. Les corbeaux, gardiens mystiques de la tour de Londres, sont entourés de superstitions. La légende veut que ces oiseaux quittaient la tour, le royaume d'Angleterre s'effondrait. Ces corbeaux ne sont pas seulement des protecteurs contre les mauvais esprits, selon certains, mais aussi des gardiens d'un secret ancien, veillant sur la sécurité du royaume. La Bloody Tower, avec son passé sanglant et ses histoires d'emprisonnement et d'exécution, est l'une des parties les plus hantées de la forteresse. Les visiteurs rapportent des sensations d'angoisse, des bruits de pas et le cliquetis des chaînes dans les salles vides, comme si les esprits de ceux qui ont été torturés et tués étaient encore prisonniers de ces murs. La tour de Londres continue de captiver l'imagination du public, attirant des visiteurs du monde entier, désireux de découvrir ses secrets et peut-être de rencontrer ses célèbres fantômes. Que l'on croit aux histoires de fantômes ou non, il est indéniable que la tour de Londres possède une atmosphère unique, une présence qui transcende le temps, marquée par les nombreuses âmes
qui ont traversé les portes au fil du temps. Coucou Salter. Ah non, je me suis trompée. Non, c'est ça. Bonsoir, AMV Fandy, bienvenue à toi. Désolée, j'étais captivée dans mon histoire et du coup, j'ai pas vu vos commentaires. Ah, j'ai pas vu le commentaire. C'est passé? Ah, ok, d'accord. Je comprends pourquoi Ryan. Voilà, ça c'était l'histoire suivante. Moi aussi, je suis là, j'écoute, je suis sage. C'est très bien. C'est très bien. Ça fait très maîtresse d'école, hein. On dirait que je vous lis des histoires, que je suis maîtresse d'école et que vous êtes assis et que vous écoutez calmement, sans chambrer, sans chahuter. C'est très très bien. Choupi. Après, Ryan n'a fait que retirer le message, hein. Il l'a pas bloqué, hein. Alors, l'histoire suivante est le fantôme du tsar, la malédiction des Romanov. Exactement, Ryan. Au cœur de la Russie, terre éternelle, où l'histoire et la légende s'entremêlent, la saga tragique des Romanov résonne, excusez-moi, un drame qui marque le XXe siècle. Cette famille impériale dont le destin s'est achevé dans les ténèbres d'une révolution laisse derrière elle l'ombre persistance de Nicolas II. Ce spectre errant bien au-delà des murs de sa dernière demeure incarne la mémoire vive d'une époque révolue. Nicolas II, intronisé en 1894, hérite d'un empire en proie aux convulsions sociales et politiques. Dévoué à sa famille, il ne pouvait imaginer que son règne culminerait en tragédie. La Révolution en 1917 sonne le glas des Romanov, précitant Nicolas, sa femme Alexandra et leurs enfants vers un funeste destin. Dans l'intimité de la maison, la famille impériale est exécutée le 17 juillet 1918, marquant la fin de 3 siècles de règne. Mais de cette fin émerge une légende, celle d'un tsar dont l'esprit, en quête de justice et de rédemption, entrait la Russie. Les premiers témoignages surgirent peu après leur mort. Des silhouettes évoquant Nicolas et les siens sont aperçues dans leur dernière demeure et autour de leur tombe improvisée. Ce n'est pas seulement à Ekaterinbourg que le tsar semble présent. À Saint-Pétersbourg, le palais d'hiver, ancien écrin des tsars, est le théâtre de phénomènes inexplicables. Des pas, des voix, une présence oppressante y sont rapportés, comme si l'âme de Nicolas II hantait encore ces lieux, témoin de sa vie passée. Les circonstances troubles entourant la mort des Romanov alimentent les spéculations et renforcent le mythe entourant leur disparition. La découverte des restes de la famille n'a fait qu'intensifier le mystère, faisant de leur histoire non seulement un récit de fantômes, mais aussi un symbole poignant d'une Russie impériale disparue.
Ce récit transcende la simple anecdote surnaturelle pour toucher à l'essence même d'une époque où grandeur et tragédie se mêlaient, où la loyauté et la trahison dessinaient le destin des nations. Le fantôme de Nicolas II représente le regret, la nostalgie d'une grandeur perdue, évoquant l'injustice et le sacrifice. Certains expliqueront ces disparitions par un besoin collectif de sens, une manière de connecter avec le passé ou d'exprimer la culpabilité d'une nation. Pour d'autres, ces manifestations sont un appel à que une histoire, dans les joies et ses peines, demeure vivante, entend notre présent, invitant à la réflexion, au souvenir et à la rédemption. Le fantôme de Nicolas II, énigme perpétuelle, demeure insaisissable, un murmure du passé qui trouve écho dans la Russie moderne. Sa légende naviguant entre réalité et mythologie rappelle que les fantômes ne sont pas seulement ceux que nous voyons, mais aussi ceux que nous ressentons, ancrés dans l'âme d'une nation. Après, c'est un méli-mélo, Pacific Rim à la télé, ma mère qui fait des blagues à côté. J'écoute ton live en même temps. C'est ça, Choupi. Heureusement qu'il y en a quelques-uns qui écrivent dans le chat parce que sinon je me dirais, je les ai tous endormis. Bon, ben, je peux arrêter le live. Bonne nuit. Bonne nuit, les petits. Ouais, quelque part, oui, il y a toujours il y a toujours des petites parcelles de vérité. C'était là. L'histoire suivante est le secret du pont de l'Alma. Dans les tréfonds de la nuit parisienne, où les lumières de la ville se reflètent sur les eaux sombres de la Seine, le pont de l'Alma émerge comme un monument chargé d'histoire et de mystère. Au-delà de son importance historique et de sa beauté architecturale, ce pont est devenu le théâtre d'une légende urbaine qui hante les esprits et éveille les curiosités. La légende trouve ses racines dans un tragique accident survenu dans la nuit du 31 août 1997. Le tunnel sous le pont d'Alma fut le théâtre d'une tragédie qui ébranlait le monde entier. C'est vrai parce que moi je m'en souviens. La princesse Diana, accompagnée de Dodi Al-Fayed et sous la conduite d'Henri Paul, perdit la vie dans un accident de voiture dont la brutalité ne fut surpassée que par l'onde de choc émotionnel qu'elle provoqua à l'échelle globale. La nouvelle de sa disparition plongea des milliers de personnes dans le deuil, déclenchant une marée de tristesse et d'hommages sans précédent. Les rues de Paris, et spécialement les abords du pont de l'Alma, devinrent... qu'est-ce que je raconte, moi? Oh là là! Devinrent un sanctuaire à ciel ouvert où les gens du monde entier vinrent exprimer leur chagrin et leur affection pour la princesse du peuple. Coucou Fabrice! Oui, 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 elle fait tout ça, Choupi, bien sûr. Je vous ai invité sur sa page en plus. Tous les amis que j'ai sur Facebook, je les ai invités sur la page de Nancy. Depuis cet événement, des témoins affirment avoir vu une silhouette fantomatique errant près du pont
Et dans le tunnel, comme si l'esprit de Diana elle-même était condamné à hanter les lieux de son dernier souffle. Ces apparitions ont donné lieu à d'innombrables récits. Des passants, des touristes et même des chauffeurs de taxi parisiens ont rapporté avoir aperçu une figure blanche et lumineuse flottant avec grâce au-dessus du sol ou se tenant près du tunnel, l'entrée du tunnel. Certains disent qu'elle semble pleurer, une vision à la fois belle et terrifiante qui évoque une profonde mélancolie. Mais le spectre du pont de l'Alma n'est pas seulement une manifestation surnaturelle, il est devenu un symbole de tragédie qui se joue derrière les façades scintillantes de la ville. Pour beaucoup, cette apparition est une manifestation de la douleur et du chagrin qui suivent une mort prématurée et controversée. C'est le souvenir indélébile d'une princesse aimée du monde entier, dont la vie a été brutalement interrompue, laissant derrière elle un vide impossible à combler. Les enquêteurs du paranormal et les chasseurs de fantômes ont été nombreux à se rendre sur le site, équipés de caméras et de détecteurs de mouvement, dans l'espoir de capturer une preuve de l'existence du spectre. Bien que la plupart de ces tentatives se soient soldées par un échec, cela n'a fait qu'alimenter davantage les légendes, ajoutant une couche de mystère et inexpliqué à cette histoire déjà complexe. Au-delà de la peur et de la fascination qu'elle suscite, la figure du spectre rappelle aux vivants la fragilité de l'existence. Elle incarne les regrets et les questions sans réponse, les et si qui accompagnent chaque tragédie. Pour ceux qui croient en sa présence, le fantôme de Diana n'est pas seulement une âme en peine, c'est un gardien, un avertissement contre les dangers de la négligence ou des excès de vitesse, un rappel poignant que la vie si précieuse peut être fauchée en un instant. La robe avec les manches fendues, avec la couronne, mon personnage principal est Cruella. Ah, je te vois très très bien. Oui, j'ai vu ça dans le Discord. J'espère que ça va, ton bras. Mais ça fait plaisir de revoir Guigui sur les lives en vrai. Euh, Ça faisait bizarre de plus te voir. Mais il l'a mis dans le Discord. Je sais, Nancy. Je suis aussi dans ce truc-là. Et pas que. Je pense qu'il n'y a pas eu que ça. Ça va même au-delà. Je pense que c'est même encore plus haut. Oui, bah bien sûr, ça va se rétablir. T'as mis une attelle. Je sais ce que Stella elle allait dire. J'ai lu dans sa tête. Quand elle a écrit la phrase et que je l'ai lue, j'ai compris. Ouais, ok, choupi. À tout de suite. Tu as de mauvaises pensées. C'est ça, Nancy, hélas. J'entends d'autres gens qui parlent. Hein? Des gens qui parlent. Je te promets qu'il n'y a que moi qui parle. Hein. Des mecs qui parlent. Elle me fait peur, celle-là. Choupi. Alors, l'histoire suivante, c'est l'écho des pas à Gettysburg. Lorsqu'on aborde les histoires de fantômes de Gettysburg, on plonge dans une atmosphère chargée de l'histoire sanglante de la guerre civile américaine,
où l'air semble vibrer des échos des combats. Cette petite ville de Pennsylvanie fut le théâtre en juillet 1863 de la bataille la plus meurtrière de la guerre, avec plus de 50 000 soldats tués, blessés ou disparus en 3 jours. Depuis, des récits de manifestations surnaturelles et de présences fantomatiques hantent la ville et ses champs de bataille. Le champ de bataille est sans doute l'un des plus hantés d'Amérique. De nombreux visiteurs et historiens ont rapporté avoir vu des apparitions de soldats en uniforme, errant sans but ou répétant leurs mouvements de combat. Ces spectres semblent parfois tellement réels que les touristes les confondent avec leurs reconstitueurs. Une histoire raconte qu'un homme nommé James s'était aventuré sur le champ de bataille tard dans la nuit et avait entendu le son de canons et de cris déchirants. En suivant ces bruits, il est tombé sur un groupe de soldats fantômes chargeant dans la brume, leurs silhouettes éclairées par des éclats de lumière intermittents. Effrayé mais fasciné, James a observé la scène jusqu'à ce que les bruits s'estompent et que les figures disparaissent dans la brume. Jenny Wade est la seule civile tuée lors de la bataille de Gettysburg. Elle fut mortellement touchée par une balle perdue alors qu'elle préparait du pain pour les soldats. Sa maison est aujourd'hui un musée et les visiteurs rapportent souvent entendre des bruits de pas dans les escaliers, des portes qui claquent sans raison et les visions d'une jeune femme en robe de l'époque. Certaines nuits, des guides touristiques ont aperçu une silhouette féminine à la fenêtre, regardant tristement vers l'extérieur. On dit également que les phénomènes se font plus intenses chaque année à l'anniversaire de sa mort. Certains affirment même sentir l'odeur du pain frais qu'elle cuisait ce jour fatidique. Devil's Den, un autre site célèbre du champ de bataille, est réputé pour les nombreuses photographies montrant des orbes lumineux et des brumes inexplicables. Ce lieu de rochers escarpés fut le site de combats acharnés et on y raconte que des appareils électroniques refusent souvent de fonctionner correctement. Un groupe d'étudiants en histoire racontait avoir pris des photos claires de la journée, mais une fois développées, les images montraient d'étranges brumes blanches avec aucune explication logique. Tout près du vieux pont couvert, près de Gettysburg, je raconte moi pourquoi j'ai rajouté un oui, des visiteurs ont souvent rapporté entendre des pleurs et des gémissements. La légende raconte qu'un soldat confédéré, blessé et désespéré, se serait pendu sur le pont durant la retraite des troupes du Sud. Il y eut des enquêtes paranormales qui ont enregistré des sons, des pleurs, des murmures et même des appels à l'aide venant de nulle part et sans source visible. Le fantôme le plus haut gradé serait celui d'un général confédéré, souvent vu à cheval, inspectant les lignes ou se dirigeant vers des points stratégiques du champ de bataille. Des témoins ont décrit ce spectre comme portant un long manteau gris et un chapeau typique de l'armée confédérée. Un soir d'automne, un couple marchant près du cimetière national a vu une figure à cheval se dessiner dans la brume. Le cavalier solennel et majestueux les a figés un moment avant de disparaître aussi soudainement qu'il n'était apparu. Ces histoires ne sont que quelques exemples des récits qui entourent
Gettysburg, où le passé semble littéralement hanter le présent. Chaque pierre, chaque arbre semble avoir une histoire à raconter, faisant de cette ville un incontournable pour les passionnés du paranormal et de l'histoire. Voilà plein de lieux pour aller faire des enquêtes. Dommage que c'est si loin. En plus, on est un petit peu en France, un petit peu en Angleterre, un petit peu en Russie, puis on revient en France, puis on va aux États-Unis, puis on revient en France, puis on repart aux États-Unis, puis on va en Angleterre. Euh, allez, on y va pour enquêter. Allez, hop, quel fameux voyage. Après, oui, l'Angleterre, l'Écosse, à la rigueur. France aussi. Enfin, France. Faudrait quand même pouvoir aller loin. Et puis au jour d'aujourd'hui, chez vous, ça commence à être grave dangereux, hein. Bon, attendez, je prends un bois. Ma bouteille va être vide. Ça fait ma deuxième bouteille d'eau. C'est mystique l'Angleterre. Oui, l'Angleterre et l'Écosse. Même l'Irlande, je te dirais, Stella. Bon, attendez, il faut que je redépose ma tasse. Allez, la dame grise de Glamis. Ah ben voilà, on va en Écosse. Ah super, tu verras ainsi, choupi. Au cœur de l'Écosse, enveloppé dans les brumes de l'histoire et de l'ombre des légendes anciennes, se dresse le château de Glamy. Je ne sais pas si c'est Glamy ou Glamis. Cette forteresse majestueuse, avec ses tours imposantes et ses jardins mystérieux, est le théâtre de nombreux récits, mais aucun n'est aussi envoûtant que celui de la Dame en gris. Cette apparition spectrale qui hante encore les couloirs et la chapelle du château. Edith, être l'esprit de Jeannette Douglas, l'épouse malheureuse du sixième seigneur de Glamy, victime d'une tragique erreur judiciaire qui la mena à sa perte. Janet Douglas, femme d'une beauté et d'une grâce remarquables, fut tragiquement prise dans les filets de la suspicion et de la peur qui marquaient l'Écosse au XVIe siècle. Accusée de sorcellerie, une charge souvent portée contre les femmes indépendantes et fortes de cette époque, Jeannette fut soumise à des tortures inexplicables. Les autorités de l'époque, obsédées par l'idée d'éradiquer la magie noire, espéraient lui extorquer une confession. Jeannette resta cependant inébranlable, refusant d'avouer des crimes qu'elle n'avait pas commis. Sa fin fut aussi tragique que son emprisonnement. Envoyée au bûcher à Édimbourg en 1537, laissant derrière elle une empreinte indélébile dans l'histoire du château. La chapelle et le siège réservé. Bah, pas que celui-là, hein. Au sein du château se trouve une petite chapelle, un lieu de paix et de recueillement, pouvant accueillir 46 personnes. C'est ici que la légende prend une forme tangible, car un siège y est toujours laissé vacant, réservé à la Dame grise. Les guides racontent aux visiteurs que cette tradition perdure, la famille utilisant régulièrement la chapelle mais honorant toujours ce pacte silencieux avec le fantôme de Janet. Ce siège vide est un rappel constant de l'injustice subie par l'une de leurs ancêtres, une plaie dans le tissu de leur histoire familiale.
Les apparitions ne se limitent pas à la chapelle. Sir David Bowie, gros bisous Choupi, prends soin de toi et repose-toi bien. Sir David Bowie Lyon, oncle maternel de la reine Élisabeth II, rapporta une rencontre troublante une nuit après un souper. Sur la pelouse, il vit une jeune femme s'approcher au barreau d'une fenêtre, son regard figé dans la nuit. Alors qu'il s'approchait pour lui parler, elle disparut soudainement, comme arrachée de la fenêtre par des mains invisibles. Cette histoire est l'une des plus nombreuses qui perpétue la légende de la Dame Grise. Une présence fantomatique qui continue de veiller sur le château et ses occupants. La question demeure, la Dame Grise est-elle une gardienne du château liée à jamais à ce lieu par un amour inconditionnel pour sa famille? Ou est-elle prisonnière, une âme tourmentée, incapable de trouver la paix après sa mort brutale? Les témoignages de ceux qui l'ont aperçue suggèrent une mélancolie profonde, une tristesse émanant de son apparition qui évoque plus une quête de justice et de rédemption qu'une volonté de hanter. Le mythe de la Dame Grise dépasse la simple histoire de fantôme. Il s'inscrit dans la mémoire collective comme un rappel des dangers de la superstition et de l'injustice. En réservant un siège pour Janet dans la chapelle, la famille reconnaît non seulement sa présence éternelle, mais aussi l'erreur tragique qui a conduit à sa mort. Cette tradition perpétue le souvenir de Jeannette, lui accordant une place dans le cœur des vivants et peut-être lui offrant un semblant de paix. C'est aussi une histoire. Après, il me semble que j'avais déjà. Ça me dit quelque chose. Alors, je ne sais pas si on a déjà parlé de ce château, mais cette histoire me dit quelque chose. Alors, je vais prendre un petit feuillet. Est-ce que vous voulez qu'on en lise une dernière avant? En plus, j'ai le truc de... Oui, c'est des histoires très courtes. Après, dans les autres livres, il y en a des plus longs que... Comment... c'est là. Attends, hein. Je cherche après le truc de Caro. Il va me servir. Mais... bon, c'est pas dans ceci. Ah, ben c'est dans celui-là. Tellement en livre que j'arrive plus à trouver le perdu. Voilà. Hop, j'ai retrouvé le petit. Bienvenue à toi, bien soigné. Bonsoir. Regardez. Caro, si tu es là, j'ai ton marque-page. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on fait de la lecture. En première partie de live, on a fait une analyse d'une enquête paranormale qu'on a réalisée au mois de juillet, parce qu'elle est sortie sur YouTube. Tu as quel âge sans indiscrétion? Alors, j'ai 55 ans, exactement. Et là, on était occupé à faire de la lecture sur des histoires de fantômes qui ont vraiment existé. On dirait pas. Ah ben merci beaucoup. C'est gentil. Rajeunissez-moi, rajeunissez-moi.
Je prends. Allez, est-ce que vous voulez qu'on en lise une petite dernière avant qu'on clôture le live? Ça me fait un peu peur tout ça. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait peur? Les histoires? Mais non, il faut pas avoir peur. Il faut, il faut que vous sachiez que les invisibles ne sont pas nécessairement comme dans les films. Oui, une avant-dodo. Oui, si tu veux. Allez, on y va. Le gardien fantôme du Titanic. Le Titanic, cette merveille de l'ingénierie maritime du début du XXe siècle, reste l'une des tragiques symboles de l'hubris humaine. Lancé avec la promesse d'être insubmersible, son destin funeste lors de son voyage a captivé et horrifié le monde entier. Mais au-delà de l'histoire bien documentée de son naufrage, une légende moins connue persiste, celle du gardien fantôme du Titanic. Une présence spectrale qui continue de veiller sur l'épave et les secrets engloutis. Le RMS Titanic, fier navire, fut conçu pour être le summum du luxe et de la technologie. Mis en chantier à Belfast en 1909, son lancement en 1911 fut un spectacle de grandeur et de fierté. Avec ses 269 mètres de longueur, le Titanic n'était pas seulement un géant des mers, il était aussi une vitrine de l'opulence de l'ère édouardienne, équipée des dernières innovations technologiques. Des suites luxueuses pour des passagers de première classe aux installations modernes, mais confortables pour ceux de troisième classe. Le Titanic promettait de révolutionner le voyage transatlantique. Le 10 avril 1912, le Titanic quitte Southampton en Angleterre pour son premier voyage vers New York. À son bord, 2224 âmes, un mélange de l'élite mondaine, de chercheurs de fortune, de familles en quête de nouveaux départs en Amérique. Malgré les avertissements de glace dans l'Atlantique Nord, le capitaine Edward John Smith maintient sa course confiant dans la capacité du navire à naviguer en toute sécurité. La nuit du 14 avril, cette confiance se révèle fatale. À 23h40, le Titanic heurte un iceberg et moins de 3 heures plus tard, il sombre, emportant avec lui plus de 1500 vies dans les eaux glaciales. Parmi les nombreuses histoires de courage et de tragédie, cette nuit-là, celle du gardien fantôme, émerge des profondeurs comme un phare spectral. Des récits de survivants et des témoignages de ceux qui ont exploré l'épave du Titanic parlent d'une silhouette qui apparaît dans les eaux sombres, veillant sur le site du naufrage. Cette présence est souvent identifiée comme celle d'un officier du navire perdu dans la catastrophe, mais dont l'esprit reste attaché au bateau et à son dernier devoir. Les plongeurs en sous-marin, explorant l'épave, rapportent des sensations inexplicables de frissons, de murmures à peine audibles et de touches fantomatiques dans les profondeurs silencieuses. Certains parlent même avoir vu une ombre les observer depuis des fenêtres brisées du pont de première classe ou de se déplacer à travers les couloirs sombres et déformés du navire. Ces rencontres sont souvent décrites comme mélancoliques plutôt que menaçantes, et l'esprit semblant guider ou surveiller les visiteurs dans son domaine aquatique. Le gardien n'est pas seulement une curiosité paranormale, il incarne la mémoire vivante de la tragédie. Pour ceux qui croient à son existence, il est le gardien des âmes perdues, cette nuit fatidique, une présence consolatrice dans l'obscurité abyssale. Sa légende suscite également des réflexions sur le devoir, le sacrifice et l'impact émotionnel du naufrage
sur les survivants et les familles des victimes. Au-delà du mystère entourant le gardien fantôme, l'histoire du Titanic continue de fasciner. L'épave découverte en 1985 reste un site d'études précieux pour les historiens et les archéologues, offrant un aperçu tangible de la vie et de la mort à bord du navire. Les objets récupérés, des bijoux aux chaussures d'enfants, sont des témoins muets du drame humain qui s'est joué dans les eaux froides de l'Atlantique. Le gardien est une figure emblématique de la manière dont les histoires de fantômes peuvent aider à garder le passé vivant, permettant aux générations futures de se connecter émotionnellement avec des événements lointains. Plus qu'une simple anecdote surnaturelle, il rappelle l'humanité derrière l'histoire, les rêves et les désastres, les espoirs et les héritages. Dans les profondeurs sombres et pressantes de l'océan, la légende du gardien fantôme veille un phare éternel pour les âmes du Titanic. 1500. Je sais plus. Ou 500, je sais plus. Je l'ai dit, non? Je ne l'ai pas dit. Je sais plus combien il y a eu de morts. Non, 1500. 1500 sont décédés. Voilà. Je mets mon petit. C'est une catastrophe, une des catastrophes qui m'obsède, si je peux dire. Je regarde et je dis ce qui concerne, je ne sais pas pourquoi. Ah, il y a des endroits comme ça, hein. Moi, il y a d'autres endroits qui n'ont rien à voir. Le Titanic, ça m'a jamais trop parlé. Alors peut-être que c'est parce que, justement, contrairement à beaucoup de personnes, je n'ai pas accroché du tout au film. Et je pense que ça m'a peut-être un peu dérouté de l'histoire en elle-même, je pense. Donc, avant que nous fassions le raid, je vais répéter ce que je disais en début de live. J'ai ça déjà avant le film. Ah oui, d'accord. Mais c'est un peu comme moi avec l'hôpital de Waverly Hills aux États-Unis. Ouais, plus de 1500 personnes sont décédées et ont disparu. Sur 2500, c'est énorme. Donc, ce que je disais en début de live pour les personnes qui n'étaient pas là, et Choupi n'est pas là. Alors, le lundi, à partir de lundi, le programme sera mis de toute façon dimanche comme d'habitude. À partir de lundi, donc le lundi à 21h, il y aura un live ésotérique ou du développement personnel. Le mercredi, ce sera du gaming ou les enquêtes paranormales au soir ou les analyses en hiver, puisqu'en hiver, on ne fera pas d'enquête. Le vendredi, nous ferons, comme d'habitude, tout ce qui a trait à l'ufologie, au paranormal, aux mythes, aux légendes, aux mythologies, etc., etc. Et le samedi, toutes les semaines, je ferai un live lecture. Oui, Stella, j'ai vu que tu l'avais vu. Ainsi, vous êtes tous au courant. Et comme je le disais tout à l'heure, si certains d'entre vous ne savent pas être là, parce que je sais que le samedi, c'est le jour des sorties, etc., mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même 2 bots, hein, voilà, et on fera avec ce que l'on a. Donc voilà, et les replays seront mis sur YouTube, comme d'habitude. Et le dimanche, dans le salon, salle de cinéma, je passerai
les films ou les séries de la plateforme de Gaïa le dimanche au soir, vers 8h30, un truc comme ça. Je ne les lancerai pas trop tard parce que le dimanche soir, Simia fait son live paranormal. Voilà. Ainsi, vous êtes au courant de tout. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, hop, hop, limpide. Oui, c'est très clair. Voilà. Tantôt, je suis passée chez Monsieur Sebioff. J'ai fait un coucou et j'ai laissé le lurk. Mais je pouvais pas répondre. J'ai vu que tout le monde me disait bonjour, mais j'étais en live, donc voilà, voilou. Mais quand je serai pas en live, je passerai et je lui ferai un coucou. J'ai vu qu'il était revenu de vacances. Donc voilà, voilà. Alors, comme tous les mercredis. Ah, mais avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Comme tous les mercredis, on va aller chez Johnson. Je sais pas ce qu'il fait. Attendez. Il est sur un jeu, forcément. Bravo Lily. The Casting of Frank Stone. Je ne connais pas du tout. On va découvrir ça. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve vendredi pour le live paranormal. Des bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Vous êtes joueur aussi là, je vois 90% de joueurs dans le chat. Vas-y, hein. Et si on pimentait les choses? Mais encore? Et Lily qui arrive pile à ce moment-là. Let's go. Merci pour le raid. Arigato. Comment vas-tu, Madame Lily?